Bonjour, nous sommes ici pour le 5e entretien et dernier entretien sur les sciences secrètes. Je viens de découvrir une fonctionnalité de mon ordinateur incroyable, le moniteur. C'est-à-dire que je peux augmenter la lumière de l'ordinateur. C'est pour ça, en fait je ne le savais pas. Enfin si, je savais que ça existait, mais je n'y pensais pas. Donc là, nous avons grosso modo 3-4 pages, ça va aller vite. Après quoi, il y aura la fin, oraison des salamandres, que je ferai après avoir fait des crêpes. Alors, nous en étions donc... euh, alors... Le grand seigneur étant sorti, je trouvai, en venant de le reconduire, le comte de Gabalis dans ma chambre. C'est grand dommage, me dit-il, que ce seigneur qui vient de vous quitter sera un jour un des 72 princes de 100 Eudrin de la loi nouvelle. Car sans cela, il serait un grand sujet pour la sainte cabale. Il a l'esprit profond, net, vaste, sublime et hardi. Voilà une figure de géomance que je viens de jeter pour lui, durant que vous parliez ensemble. Je n'ai jamais vu en vieux français, ça veut dire jamais vu, des points plus heureux et qui marquassent une âme si belle. Voyez cette mère, quelle magnanimité elle lui donne. Cette fille lui procurera la pourpre. Je lui veux mal à la fortune de ce qu'elles osent à la philosophie, un sujet qui peut-être vous surpasse au roi. Mais où en étions-nous quand il est venu ? Ah bah tiens, ah bah tiens. Eh ben dis donc, vous êtes là. je reçois à l'instant un SMS de l'un d'entre vous et une notification de l'un d'entre vous. Youhou, nous sommes tous ensemble. Bon, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est de l'ancien français. J'ai pris à partie de lire vraiment en ancien français. Donc des fois je bafouille, c'est un petit peu normal, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal en ayant réécouté. Pour quelqu'un qui ne parle jamais l'ancien français. Non, mais c'est un exercice quand même de parler en ancien français. Mais ça doit être chiant à écouter. Alors, vous me parliez, monsieur, lui dis-je, d'un bienheureux que je n'ai jamais vu dans le calendrier romain. Il me semble que vous l'avez nommé Danusérus. Ah, je m'en souviens, reprit-il. Je vous disais de vous mettre en place d'un de vos docteurs et de supposer que l'euro Danusérus vient vous découvrir sa conscience et vous dit « Monsieur, je viens de delà les monts, au bruit de votre science. J'ai un petit scrupule qui me fait peine. Il y a dans une montagne d'Italie une nymphe qui tient là sa cour. 1000 nymphes la servent, presque aussi belles qu'elle. Des hommes très fiers, très bien faits, très savants et très honestes gens viennent là de toute la terre habitable. Ils aiment ces nymphes. Nymphes, ce ne serait pas des sirènes? Parce qu'avec Thierry, hier, on a un petit peu parlé sirènes. Ils aiment ces nymphes et en sont aimés. Ils y mènent la plus douce vie du monde. Ils ont de très beaux enfants de ce qu'ils aiment. Ils adorent le Dieu vivant. Ils ne nuisent à personne. Ils espèrent l'immortalité. Ah, en fait, je viens de comprendre quelque chose. En fait, les gens là, les gens qui veulent se marier avec les nymphes et les sylphes et les machins, en fait, ils veulent être immortels. Ils sont comme les femmes. Alors, je me promenais un jour dans cette montagne. Je plus à la nymphe reine. Elle se rend visible, me montre sa charmante cour. Les sages qui s'aperçoivent qu'elle m'aime me respectent presque comme leur prince. Ils m'exhortent à me laisser toucher au soupir et à la beauté de la nymphe. Elle me conte son martyre, n'oublie rien pour toucher mon cœur
et me remontre enfin qu'elle mourra si je ne veux l'aimer, et que si je l'aime, elle me sera redevable de son immortalité. Les raisonnements de ces savants hommes ont convaincu mon esprit, et les attraits de la nymphe m'ont gagné le cœur. Je l'aime, j'en ai des enfants de grande espérance. Mais au milieu de ma félicité, je suis troublée quelquefois par le ressouvenir que l'Église romaine n'approuve peut-être pas trop tout cela. Je viens à vous, monsieur, pour vous consulter. Qu'est-ce que cette nymphe, ces sages, ces enfants? Et en quel état est ma conscience? Ça, monsieur le docteur, que non, reprendriez-vous? Non. Répondriez-vous? Ils font des fautes. Au seigneur Danusérus. Je lui dis roi, répondis-je, avec tout le respect que je vous dois, seigneur Danusérus, vous êtes un peu fanatique. Ce que je vous disais. Fanatique. Vous voyez quoi? Ah, ça y est, on en arrive. Non, mais c'est le New Age, tout ça là. J'adore. Je vais le refaire. Je vais le refaire pour m'apprendre, pour m'entraîner à dire ça à mes fans. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un peu fanatique. Ou bien votre vision est un enchantement. Vos enfants et votre maîtresse sont des lutins. Vos sages sont des fuchs. Je dis fuchs parce il a mis un X à la fin. Et je tiens votre conscience très cautérisée. Non, mais c'est du même. Je ne sais pas si vous connaissez le bourgeois gentilhomme de Molière, que je connais à peu près par cœur. Soit, pour traduire votre pensée. Non, merde, j'ai oublié le début. Il existe. Attends, merde, mince, j'ai oublié. Attends, ça fait quoi? Ça fait longtemps. Le bourgeois gentilhomme. Mais si, je connaissais la pièce par cœur, je l'ai jouée au théâtre. Maintenant, je voulais vous lire le moment où le philosophe lui apprend les voyelles et les consonnes. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Oh! C'est pas formidable, il répond. Oh! Comme cela est beau! La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A, A, A. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire du bas à celle d'en haut. E, E. Vive les sciences! Bon, bref. Mais il y avait tout un préambule que normalement je connaissais par cœur et que là je ne dois pas. J'ai pas assez dormi. Ah oui, j'ai subi une attaque de rat. Alors, donc, et votre maîtresse sont des lutins, vos enfants et votre maîtresse sont des lutins, vos sages sont des fous, et je tiens votre conscience très cautérisée. Ça, c'est beau. Avec cette réponse, mon fils, vous pourriez me mériter le bonnet de docteur, mais vous ne mériteriez pas d'être reçu parmi nous, reprit le comte avec un grand soupir. Voilà la barbare disposition où sont tous les docteurs d'aujourd'hui. Un pauvre sylphe n'ose roi se montrer qu'il ne soit pris d'abord pour un lutin. Une nymphe ne peut travailler à devenir immortelle sans passer pour un fantôme impur. Et un salamandre n'ose apparaître de peur d'être pris pour un diable. Et les pures flammes qui le composent pour le feu d'enfer qui l'accompagne partout. Ils ont beau pour dissiper ces soupçons si injurieux, faire le signe de la croix quand ils apparaissent, fléchir le genou devant les noms divins et même les prononcer avec révérence. Toutes ces précautions sont vaines. Ils ne peuvent obtenir qu'on ne les répute pas ennemis du Dieu qu'ils adorent plus religieusement que tous ceux qui les fuient. Tout de bon, monsieur, lui dis-je, vous croyez que ces sylphes sont gens fort dévots? Très dévots, répondit-il,
et très zélés pour la divinité. Les discours excellents qu'ils nous font de l'essence divine et leurs prières admirables nous édifient grandement. Ont-ils des prières aussi lui dis-je. J'en voudrais bien une de leur façon. Il est aisé de vous satisfaire, répartit-il, et afin de ne vous en point rapporter de suspecte, et que vous puissiez me soupçonner d'avoir fabriqué, écoutez celle que le salamandre, qui répondra dans le temple de Delphes, voulut bien apprendre aux païens, et que Porphyre rapporte. Elle contient une sublime théologie, et vous verrez par là qu'il ne te noie pas assez sage créature que le monde n'adora le vrai Dieu. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Voilà. Mais en réécoutant, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Je les dirai peut-être à la fin, pour le prochain machin. Bon, je vous dis au revoir, à bientôt, à tout à l'heure.